Bien, bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Vincent Croisil, je fais partie de l'Agence du numérique en santé. J'interviens au sein de l'ANS donc, en tant qu'expert sécurité des systèmes d'information. Et je travaille principalement sur la PGSSI, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, c'est-à-dire tous les documents de type référentiel et guide de bonne pratique, voilà, qui donnent un petit peu les éléments concernant la sécurité des systèmes d'information sur différents sujets. Et donc là, en l'occurrence, la thématique d'aujourd'hui, ce sont les référentiels d'identification électronique. Donc, ce sont des référentiels qui sont aujourd'hui en concertation publique sur le site participer.isanté.gouv.fr. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une petite introduction sur ces référentiels et éventuellement de répondre aux questions si vous en avez. Donc, ce webinaire-ci est dédié au référentiel d'identification électronique pour les acteurs de santé en tant que personnes physiques. On verra dans un petit instant qu'il y a différents volets. Et donc, il y a deux autres webinaires qui sont prévus pour les deux autres volets que j'évoquerai après. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est déjà introduire un petit peu le contexte d'élaboration de ces référentiels. Vous présentez aussi les évolutions que cela constitue au niveau de la PGSSI. Ensuite, on prendra quelques minutes pour présenter un petit peu les concepts sur l'identification électronique. C'est important pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer des référentiels. Et donc ensuite, on verra plus en détail les exigences qui sont présentes dans les référentiels d'identification électronique pour les acteurs de santé, personnes physiques. Donc, tout d'abord, un petit mot sur le contexte d'élaboration de ces référentiels. On est parti de plusieurs constats aujourd'hui. D'abord, c'est qu'il y a un accès qui est trop peu sécurisé aujourd'hui sur de nombreux services numériques de santé. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais ce n'est pas limitatif. Par exemple, on a de l'authentification par login, mot de passe sur des sites de rendez-vous en ligne. Voilà, on sait que c'est des méthodes qui sont peu sûres pour l'authentification. Il y a aussi des accès à des résultats de biologie avec juste un lien et la date de naissance. Donc voilà, on voit qu'il y a encore des accès peu sécurisés à certains services. D'autre part, le deuxième point, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité aujourd'hui des méthodes d'authentification qui sont utilisées et qui sont très variables d'un service à un autre. Et donc, pour le patient, selon le service auquel il va se connecter, pour un même usage, il n'aura pas les mêmes garanties de sécurité d'un service à un autre. Et donc ça, c'est quelque part un petit peu dommage. Et donc un troisième constat aussi, c'est que il y a de nombreux professionnels aujourd'hui qui sont exclus de l'accès à certains services numériques en l'absence des moyens d'identification électronique adéquats. Par exemple, le cas de professionnels qui interviennent en santé et qui ne peuvent pas consulter, par exemple, le dossier médical partagé. Voilà, c'est quelques constats. On fait que la doctrine technique du numérique en santé, parce que j'ai indiqué DTNS ici, pour doctrine technique du numérique en santé, a été refondue sur l'identification électronique. Et donc, les objectifs de cette refonte, c'était d'une part d'assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal dans l'accès à ces données de santé et faire globalement monter l'écosystème en maturité. Un deuxième objectif, c'est de faciliter pour les usagers aussi l'accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces services. Un troisième objectif, c'est de décharger les fournisseurs de services de cette identification électronique et donc laisser cette responsabilité à des fournisseurs d'identité dont c'est vraiment le rôle et qui vont délivrer et maintenir des moyens d'identification électronique. Et enfin, l'idée aussi, c'est de promouvoir les répertoires de référence, donc les répertoires sectoriels. On va y venir un petit peu après, qui donc dans l'identification des acteurs.
Donc ça va être dans le cas des patients, l'INS, dans le cas des professionnels de santé, personnes physiques, dont on va parler aujourd'hui, c'est le RPPS. Et pour les structures de santé, c'est le FINES. Et donc l'idée, c'est de promouvoir ces répertoires dans un souci d'interopérabilité. L'environnement réglementaire de tout ça, c'est d'une part la réglementation européenne IDAS, donc la réglementation européenne sur l'identification électronique qui définit 3 niveaux de garantie pour l'identification électronique. Un niveau faible, un niveau dit substantiel, donc qui va réduire substantiellement le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité, et un niveau élevé qui empêche l'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Donc on va venir un petit peu plus, on va expliquer un petit peu plus en détail ces concepts d'IDAS. Et donc c'est sur cette réglementation européenne qu'on a choisi aussi de se poser par rapport à cette réglementation européenne, pardon, qu'on a choisi de se positionner au niveau des référentiels d'identification électronique. Et d'autre part, donc on a les articles 1470-1 à 1470-5 du Code de la santé publique qui sont apparus il y a peu de temps puisqu'ils sont issus de l'ordonnance sur l'identification électronique du 12 mai 2021. Et donc ces articles, ils viennent ils pointent vers ces référentiels d'identification électronique. Ils donnent déjà un certain nombre d'informations à ce sujet et pointent vers ces référentiels d'identification électronique qui doivent être donc rendus opposables par arrêté. Donc j'insiste sur ce point parce qu'aujourd'hui on a des référentiels, un référentiel d'identification et un référentiel d'authentification des acteurs de santé qui font partie de la PGSSI sans avoir été encore rendus opposables. Donc là, c'est l'objectif des référentiels que je vous présente aujourd'hui, c'est d'être rendus opposables par arrêté, et donc ils seront applicables pour tout l'écosystème santé. Donc maintenant, si on regarde l'évolution par rapport à la PGSSIS, donc on a, comme je le disais aujourd'hui, on a un référentiel d'identification des acteurs de santé et un référentiel d'authentification des acteurs de santé. Dans cette nouvelle version des référentiels qu'on vous propose aujourd'hui, donc on parle d'identification électronique, c'est-à-dire qu'on a réuni les concepts d'identification et d'authentification au sein d'un même document. Et donc c'est pour se mettre en ligne avec la réglementation IDAS qui parle d'identification électronique. Et donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête concernant IDAS sur l'identification électronique, c'est que cette identification électronique, elle réunit un grand nombre de processus qui permettent de s'identifier et de s'authentifier, puisqu'on va avoir à la fois tout le process d'enrôlement, c'est-à-dire l'enregistrement des utilisateurs ou des acteurs de santé sur un annuaire de santé. Ça va être aussi donc la délivrance du moyen d'identification électronique, c'est-à-dire le dispositif qui va permettre de s'authentifier, comme par exemple une carte à puce ou un token FIDO. C'est des différents moyens qu'on peut utiliser pour l'identification électronique. Et puis il va y avoir également tout ce qui est renouvellement de ces moyens d'identification électronique, leur révocation lorsqu'il est nécessaire de les révoquer. Donc ce sont des exemples, mais globalement, l'identification électronique englobe tout le processus d'identification et d'authentification des acteurs de santé. Donc ensuite, on a une restructuration des référentiels en 3 chapitres. Donc on a tout d'abord un chapitre dédié aux usagers. Donc c'est une nouveauté, parce qu'aujourd'hui, on avait uniquement des documents qui traitaient des acteurs de santé, donc en tant que personne physique ou personne morale, mais on n'avait pas traité le cas des usagers. Donc aujourd'hui, on a un document dédié à l'identification électronique des usagers, c'est-à-dire
Quand je parle d'usagers, je parle des personnes, des citoyens, des patients qui ont besoin d'accéder à des services numériques en santé. On a un second volet donc, qui traite des acteurs de santé en tant que personnes physiques, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les médecins, les secrétaires médicales, toutes les professions, tous les professionnels qui exercent dans le secteur de la santé et du médico-social. On a également donc un troisième volet qui concerne cette fois les acteurs de santé en tant que personnes morales, donc c'est-à-dire les structures de santé telles que les établissements de santé, les CPTS, EHPAD, les cabinets, tout type d'établissements de santé en tant que personne morale. Qui fera l'objet d'un autre webinaire. Qui aura lieu demain, si je ne me trompe pas. Et donc, un autre élément important qu'on va inclure dans ces référentiels d'identification électronique, c'est-à-dire qu'on va faire la distinction nette entre identification électronique et contrôle d'accès. Donc, c'est-à-dire pour essayer d'être le plus clair possible, donc l'identification électronique, elle va se contenter de s'assurer qu'on a la bonne personne au bout du fil, mais elle ne va pas ensuite donner l'accès au service numérique sur la base de ces informations. C'est le fournisseur de ce service numérique qui, une fois qu'il a l'information de la personne qu'il a au bout du fil, qui va dire si cette personne elle a le droit ou pas d'accéder à telle ou telle information du service numérique. Et donc pour cela, il va pouvoir demander plus d'informations ou aller chercher de l'information en parallèle sur d'autres qui vont concerner la personne physique ou morale qui se connecte. On verra ça, on va voir un petit peu plus en détail après comment cela ça va se faire. Donc l'impact sur la PGSSI, on voit qu'aujourd'hui on a deux types de documents au sein de la PGSSI, des référentiels donc avec un objectif d'opposabilité et des guides de bonnes pratiques de sécurité avec un objectif d'accompagnement. Donc aujourd'hui, sur la partie référentielle, on a ces deux documents, des référentiels d'identification et d'authentification des acteurs de santé qui vont être remplacés par les nouveaux documents. Et on a également un document qui traite des autorités de certification qui sont éligibles pour l'authentification publique dans le secteur de la santé. Et donc voilà, donc ces trois thématiques-là vont être reprises dans les trois documents dont je vous parle. Et donc aujourd'hui, on va regarder plus en détail la partie personne physique. Donc d'abord quelques concepts pour bien comprendre ce dont je vais parler. D'abord, c'est peut-être important de rappeler la différence entre identification et authentification. Il y a parfois des confusions à ce sujet. Donc s'identifier, c'est juste communiquer en identifiant présumé sans apporter la preuve que l'on est bien la personne associée à cet identifiant. S'authentifier, par contre, c'est apporter la preuve que la personne s'est vue attribuer cet identifiant. C'est là toute la différence. Quand je m'enregistre pour avoir accès à une bibliothèque, on m'enregistre avec un numéro. Ça, c'est mon identifiant que je peux utiliser pour m'identifier. Par contre, pour m'authentifier, on me donne un badge, par exemple, que je vais pouvoir présenter et qui va indiquer à la bibliothèque que c'est bien moi et que je suis bien associé à cet identifiant et que j'ai bien le droit d'accéder. Donc voilà la différence. Alors après, on a le concept de fournisseur d'identité. Donc un fournisseur d'identité, c'est une entité qui a la charge à la fois d'enregistrer la personne, donc en l'occurrence la personne physique là pour le référentiel dont on parle aujourd'hui, et de lui fournir un moyen d'identification électronique qui va lui permettre d'assurer son authentification. Et ensuite, on a le fournisseur de service qui, elle, est l'entité responsable d'un service numérique
et qui va identifier et authentifier les utilisateurs de son service en s'appuyant sur le fournisseur d'identité. Donc le répertoire, un répertoire d'identité qui va contenir les identifiants, c'est un annuaire de personnes physiques ou morales qui intègre des données d'identité pour chaque personne, avec bien entendu un identifiant unique. Voilà, l'idée, c'est que l'on n'ait aucun doublon et que chaque personne ait sa propre identité au sein de ce répertoire. Et donc, on va avoir des répertoires sectoriels de référence. Donc, quand on parle de répertoire sectoriel de référence, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est-à-dire c'est un répertoire d'identité qui porte sur un secteur d'activité particulier. Et donc, en l'occurrence, pour le secteur de la santé, pour les personnes physiques, il s'agit du RPPS, donc le répertoire partagé des professionnels de santé, et du FINES pour les personnes morales. Et ensuite, on a des répertoires d'identité qui, eux, sont privés, donc qui sont plutôt destinés à un usage local. Donc, c'est par exemple, on pourrait donner l'exemple d'annuaires locaux de type Active Directory, qui sont des annuaires qu'on peut utiliser, par exemple, sur un réseau local, donc au sein par exemple, d'un établissement de santé, voilà, pour ouvrir une session à un utilisateur sur le réseau local de cet établissement de santé. Et donc, ces répertoires d'identité privée, ils n'ont pas vocation à être utilisés à une échelle plus large qu'à un niveau local. Voilà pour les définitions. Alors après, donc, si on regarde le processus d'identification électronique, il va se dérouler en plusieurs phases. Donc, il y a d'abord une phase d'enregistrement de la personne physique auprès d'un fournisseur d'identité. Donc voilà, donc le fournisseur d'identité va créer une identité électronique pour cette personne, c'est-à-dire qu'il va lui créer un identifiant et dans un second temps lui délivrer un moyen d'identification électronique. Donc, cette personne physique, avec ce moyen d'identification électronique, donc qui peut être par exemple une carte CPS, elle va pouvoir accéder à un service numérique et donc assurer son identification électronique auprès d'un service numérique. Donc cela peut se faire dans certains cas, mais ce n'est pas obligatoire, par une interface spécifique qui est mise à disposition par le fournisseur d'identité. Mais ça peut être simplement le fournisseur de service qui intègre directement cette identification électronique. Et donc, ce fournisseur de services, il va pouvoir également obtenir des données complémentaires. Donc, par exemple, une fois l'authentification réalisée avec la carte CPS de la personne physique, il va pouvoir aller demander un certain nombre d'informations complémentaires qu'il va requêter sur le répertoire sectoriel de référence. Donc, en l'occurrence, ici, le RPPS. Et par exemple, baser son contrôle d'accès sur ces informations qu'il va récupérer du RPPS. Et c'est aussi possible, dans certains cas, que le fournisseur d'identité requête lui-même, lors de l'identification électronique, le RPPS, ici dans ce cas d'usage, pour transmettre directement l'information au fournisseur de service. Donc voilà, ça c'est pour l'identification électronique. Et ensuite, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un fédérateur de fournisseurs d'identité. Donc un fédérateur de fournisseurs d'identité, c'est tout simplement une entité qui va jouer le rôle d'intermédiaire en fait, entre le fournisseur d'identité et le fournisseur de service qui délivre un service numérique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va assumer l'identification électronique pour le fournisseur de service, donc qui se voit déchargé de ce rôle. Et en même temps, il va permettre de mettre à disposition de la personne physique différents fournisseurs d'identité qu'il pourra choisir avec, bien entendu, un minimum de garantie de sécurité qui sera défini.
Donc, par exemple, un fédérateur de fournisseurs d'identité qui est, je pense, le plus connu aujourd'hui, c'est France Connect. Donc, France Connect, quand la personne physique demande l'accès, par exemple, à un site étatique, il peut être envoyé vers France Connect, qui va proposer différentes possibilités à la personne physique pour s'identifier électroniquement. Et donc, la personne va pouvoir choisir, par exemple, Amélie pour se connecter. Donc, il va y avoir un renvoi ici vers le fournisseur d'identité Amélie, sur lequel la personne physique va s'authentifier. Et donc, Amélie va renvoyer cette identité électronique au fédérateur de fournisseurs d'identité, qui va permettre aux fournisseurs de services de donner l'accès à la personne physique. Et donc ici, de la même façon, on peut requêter le répertoire sectoriel de référence pour obtenir un certain nombre d'informations présentes sur le répertoire sectoriel sur l'identité de la personne physique. Donc maintenant, si on regarde les exigences qui sont contenues dans le référentiel d'identification électronique pour les acteurs de santé personnes physiques. Donc en fait, il faut d'abord faire la distinction entre ce qu'on appelle services sensibles et autres services numériques. Donc les services qui sont sensibles, qui sont définis comme sensibles dans le référentiel d'identification électronique des acteurs de santé personnes physiques, ce sont les services qui traitent des données de santé à caractère personnel d'abord, au sens du RGPD, et qui présentent au moins une des caractéristiques suivantes, c'est-à-dire soit ce sont des services partagés. Alors ce qu'on définit comme service partagé, c'est-à-dire c'est un service qui dépasse le cadre d'une personne morale. Donc ce n'est pas un service qui est utilisé uniquement localement, mais qui est amené à être utilisé plus largement et qui peut avoir une dimension nationale ou territoriale. Donc il y a quelques exemples ici. Donc ça peut être le dossier médical partagé, par exemple, le téléservice INSI, la plateforme e-parcours, le dossier pharmaceutique. Voilà, c'est autant d'exemples de services partagés. Ensuite, dans ces services sensibles, donc on va voir ceux qui, par transitivité, intègrent des services partagés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ça veut dire que, par exemple, on va avoir certains services qui ne sont pas, qui n'ont pas une dimension nationale, mais dont une partie est à dimension est beaucoup plus ouverte. Par exemple, dans un système de gestion de laboratoire ou un système d'information de radiologie, on va donner l'accès de façon large aux patients ou aux professionnels de santé pour leur permettre de se connecter. Et donc, c'est l'ensemble du service numérique et pas que cette fonctionnalité qui va être considérée comme un service sensible. Ensuite, il y a les services qui proposent un accès web externe au système d'information. Donc, par exemple, ça peut être le cas pour les professionnels d'un établissement de santé pour leur permettre d'accéder à des informations depuis l'extérieur ou pour leurs correspondants de ville. Et enfin, on a les services qui sont considérés comme non partagés, c'est-à-dire qu'ils ne se restreignent pas au cadre d'une unique personne morale, mais qui intègrent des traitements à grande échelle. Et on considère que c'est le cas, notamment si le nombre de patients dont les données sont traitées dépasse 10 000 patients par an. Voilà, donc tous ces services-là, tous les services qui rentrent dans ces catégories sont considérés comme des services sensibles. Et donc, à ce titre, les exigences qui sont définies dans le référentiel d'identification électronique s'appliquent à ces services. Les services qui ne rentreraient pas dans cette définition-là, par contre, donc ne sont pas, le référentiel d'identification électronique ne constitue pas des exigences à remplir pour eux, mais il est possible que dans un futur, dans le futur,
le périmètre soit élargi à ces services, et donc il est recommandé aussi pour eux de se mettre, de commencer dès aujourd'hui à essayer de se mettre en conformité avec ces exigences. Exigences que l'on va décrire tout de suite. Donc tout d'abord, si l'on regarde la partie identifiant, donc ce qui concerne la partie identification des professionnels de santé, donc les identifiants nationaux sont requis pour les services sensibles. C'est-à-dire qu'on va avoir voilà, l'identifiant, le RPPS, l'identifiant RPPS à utiliser en priorité, s'il existe pour la personne à identifier, s'il existe, hein, bien sûr. Mais c'est le cas, maintenant il y a de plus en plus de professionnels qui intègrent le RPPS. Ça va être amené à encore s'élargir. Et donc on a en transitif l'identifiant ADELI, qui aujourd'hui est toléré de façon transitoire jusqu'à ce qu'il disparaisse, qu'il soit complètement remplacé par l'identifiant RPPS. Et donc ce sera le cas voilà, en septembre-octobre, dès septembre-octobre 2021 pour les infirmiers, et en 3 phases entre 2021 et 2022 pour les autres professions qui sont aujourd'hui enregistrées dans ADELI par les agences régionales de santé. Et donc pour les services non sensibles, en revanche, on tolère l'utilisation d'identifiants privés. Donc on recommande tout de même de plutôt utiliser les identifiants nationaux tels que le RPPS lorsque c'est possible. Mais voilà, si c'est pas possible, s'il y a des raisons à cela, on tolère l'utilisation d'un identifiant privé qui est établi sous la responsabilité du fournisseur de services ou de son fournisseur d'identité. Alors, si on regarde maintenant les moyens d'identification électronique qui sont autorisés pour les personnes physiques dans le référentiel d'identification électronique, donc on a tout d'abord ProSanté Connect qui est aujourd'hui la priorité, puisque en termes d'interopérabilité, c'est un pilier aujourd'hui de l'interopérabilité pour le secteur santé. Donc, on recommande fortement l'utilisation de ProSanté Connect, qui va permettre d'utiliser aujourd'hui soit la carte CPS. Quand je dis carte CPS, c'est plutôt la carte CPX pour parler au sens large, donc, parce que ça peut être la carte CPE, CPA, etc. Donc, il permet soit d'utiliser la carte pour se connecter au travers de ProSanté Connect, soit d'utiliser l'ICPS, voilà, qui se développe de plus en plus et qui permet de s'affranchir de l'utilisation d'un lecteur de carte physique, puisque voilà, l'ICPS, c'est la CPS passée en dématérialisé. Donc voilà, ProSanté Connect, il est fortement recommandé, il est implémenté dès à présent et il sera autorisé au-delà de 2026. On a ensuite la carte CPX, donc CPS, CPA, CPE, etc. Donc tous les types de cartes de professionnels de santé telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, donc c'est-à-dire sans passer par ProSanté Connect. Donc ça reste une utilisation qui est possible et qui est même recommandée, tout comme ProSanté Connect, puisqu'on est sur une identification sectorielle qui est rattachée au RPPS dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est deux moyens d'identification électronique qui sont à privilégier lorsque c'est possible, par souci d'interopérabilité. Ensuite, on a les moyens d'identification électronique qu'on a définis comme étant homologués. Donc je m'explique ici. Donc c'est-à-dire que si un établissement de santé souhaite définir un moyen d'identification électronique qu'il va utiliser en local parce qu'il juge que pour des soucis d'ergonomie, par exemple, c'est plus pertinent pour lui d'utiliser ce moyen-là.
il va pouvoir le faire, mais au prix d'une homologation. Donc, on va voir après en quoi cela consiste. C'est-à-dire qu'il va devoir s'assurer que ce moyen d'identification électronique, il est d'un niveau de garantie de sécurité suffisant pour être considéré comme acceptable. Alors, je vais venir un petit peu après pour donner un peu plus d'informations sur cette homologation. Ensuite, on a donc aussi la possibilité d'utiliser des moyens d'identification électronique qui sont de niveau IDAS substantiel et qui sont certifiés par l'ANSI. Donc, je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, vous avez... alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a très peu d'offres qui permettent d'obtenir le niveau IDAS substantiel, qui est un niveau de garantie de sécurité qui est déjà très élevé aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il y a uniquement l'identité numérique de la Poste qui est associée à France Connect Plus, qui permet d'avoir une identification électronique de niveau substantiel, IDAS. Et donc, on peut imaginer utiliser ce type d'identification électronique, bien entendu en l'associant à une connexion au RPPS pour venir matcher en fait une vérification en fait de l'identité sectorielle du professionnel de santé, puisque l'identité électronique de la Poste, elle va indiquer, elle va donner l'identité en tant que citoyen de la personne, mais elle n'est pas du tout liée à son identité en tant que professionnel de santé. Donc il va falloir faire derrière ce mapping entre guillemets entre l'identité du citoyen et l'identité de cette personne en tant que professionnel de santé. Donc on pourra imaginer faire ça par exemple en demandant lors de la première identification électronique, par exemple la carte CPS du professionnel de santé pour retrouver son identifiant et faire le lien avec son identité sectorielle. On peut imaginer le faire comme ça, ou on peut imaginer aussi interroger le RPPS pour faire ce lien. Donc voilà, c'est une possibilité qui n'est sûrement pas la plus simple à mettre en œuvre, mais qui peut être également utilisée parce qu'on considère que le niveau de garantie de ce moyen d'identification électronique est suffisamment est acceptable en comparaison des autres moyens d'identification électronique proposés. Ensuite, donc on a là des moyens d'identification électronique de niveau IDAS faible. Donc on est sur un niveau plus bas que les 4 premiers moyens d'identification électronique que j'ai évoqués, a priori. Mais on donne un certain nombre de mesures qui permettent de renforcer ce niveau. Et je vais y venir pour expliquer un petit peu quelles mesures on peut indiquer pour renforcer cette identification électronique. Mais il faut savoir que ces moyens, ils seront tolérés que jusqu'en 2026. Et en 2026, voilà, il faudra de toute façon, dans les années à venir, migrer vers les autres moyens d'identification électronique qui sont présentés plus haut. Et enfin, donc, tous les autres moyens sont à abandonner d'ici la fin d'année. Alors, je vais expliquer un petit peu pour la partie pour les moyens d'identification homologués, en quoi ça consiste. Donc, en fait, il s'agit en fait d'une homologation, d'une auto-homologation dans la mesure où c'est par exemple l'établissement de santé qui souhaite mettre en œuvre son propre moyen d'identification électronique qui va réaliser cette homologation avec l'appui, si c'est nécessaire, d'un tiers qui va réaliser l'homologation. Et donc, elle va consister en 3 principales étapes. Tout d'abord, une analyse de risque par rapport aux moyens d'identification électronique que l'établissement souhaite utiliser et le système d'information associé. Donc, c'est-à-dire, on va regarder quelles sont les menaces qui peuvent
principales qui peuvent peser sur ce moyen d'identification électronique et regarder comment on peut couvrir les principaux risques pour protéger au mieux les personnes qui vont utiliser ce moyen d'identification électronique. D'autre part, il y aura un audit de conformité au référentiel européen d'exigence pour les identités électroniques de niveau substantiel, c'est-à-dire le référentiel IDAS. Donc, il faudra vérifier point par point l'enrôlement, le renouvellement des moyens, le dispositif d'authentification en lui-même. Donc, tous ces points-là qui sont décrits avec précision pour le niveau substantiel, il faudra les regarder un par un et s'assurer que ce moyen d'identification électronique il est en conformité avec ce qui est décrit dans la réglementation européenne. Et enfin, une troisième étape qui consistera en une évaluation technique de la sécurité du dispositif d'authentification. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on utilise je sais pas, un token FIDO, il faudra s'assurer que ce token il a reçu une certification de sécurité type, par exemple, CSPN, certification de sécurité de premier niveau de l'ANSSI, pour s'assurer qu'il dispose bien de toutes les garanties en termes de sécurité. Et donc, le fournisseur de services ou l'établissement de santé qui fera le choix de cette homologation devra communiquer à l'ANS sa décision d'homologation ainsi que les pièces que je viens de citer. Donc ça va être typiquement le cas si on souhaite, par exemple, utiliser une carte à puce autre que la CPS pour authentifier les personnes physiques au sein de l'établissement de santé. Et enfin, donc, pour les moyens d'identification électronique, qu'on a dit de niveau faible renforcé, c'est-à-dire ceux qui sont autorisés jusqu'en 2026. Donc, il faudra que qu'il y ait une authentification à 2 facteurs minimum. Donc, là, je décris les principales mesures. C'est un petit peu plus précis dans les documents. Mais voilà, les principales mesures, ce sont les suivantes. L'authentification à 2 facteurs, la vérification d'identité lors de l'enrôlement. Et donc là, ensuite, il y a un certain nombre de mesures sur la restriction de l'accès au compte en cas de tentative répétée. Ce pour éviter qu'un attaquant puisse tenter un nombre de fois illimité d'entrer le mot de passe, par exemple. Donc voilà, donc ça peut se faire par temporisation, on peut avoir un verrouillage au bout d'un certain nombre de tentatives ou ce qu'on appelle un CAPTCHA, c'est-à-dire un petit test qui va permettre de s'assurer qu'on n'est pas sur des requêtes générées de façon automatique. Et il faut bien sûr un mot de passe robuste avec des mesures qui sont décrites dans le référentiel par rapport à ce mot de passe. Donc si on utilise un mot de passe comme premier facteur, ce qui va souvent être le cas dans la pratique. Voilà, donc voilà pour la feuille de route. Donc si je redonne les dates, voilà, aujourd'hui, donc à partir du 1er janvier 2022, il faut passer au minimum sur des moyens d'identification électronique de niveau IDAS faible renforcé. Donc je rappelle, c'est pour les services dits sensibles que j'ai évoqués tout à l'heure, que ces mesures sont valables. Donc voilà, donc il faut passer à de l'authentification à 2 facteurs avec les mesures que j'ai évoquées. Alors je sais que le délai est court. On était parti sur un délai on était plutôt parti pour le 1er janvier 2023. Et voilà, l'avis de la CNIL par rapport à ça était de demander dès le 1er janvier 2022 l'application de ces mesures. Donc ça, c'est pour maintenant, tout de suite, là, dès 2022. Ensuite, il faudra, donc pour les services numériques dits sensibles, il faudra qu'ils implémentent ProSanté Connect d'ici le 1er janvier 2023 pour permettre aux acteurs de santé, personnes physiques, de se connecter en utilisant ProSanté Connect, donc soit leur CPS, soit leur ICPS, il y a ProSanté Connect.
Ça, c'est une implémentation obligatoire pour les services numériques. Et puis ensuite, le reste de ces méthodes peuvent être mises en œuvre dès à présent et seront valables au-delà de 2026. Donc, mis à part effectivement les moyens d'identification électronique de niveau IDAS faible renforcé, qu'il faudra abandonner à partir du 1er janvier 2026. Voilà, donc juste, je rappelle que ces documents que j'ai essayé de synthétiser ici sont décrits, sont disponibles en fait en concertation publique depuis le 4 juin aujourd'hui et jusqu'au 30 juillet. Donc vous pouvez, via le lien que j'ai indiqué ici, on va mettre la présentation en lien, vous pourriez y accéder pour les retrouver. Et donc vous pourrez directement sur cette plateforme faire vos remarques et commentaires, parce qu'aujourd'hui il reste peu de temps pour les questions malheureusement. Si vous avez d'autres questions, si on n'a pas le temps de toutes les traiter, voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires, vos remarques depuis cette plateforme. Et enfin, donc, je rappelle qu'il y a 2 autres webinaires qui sont planifiés sur le sujet pour présenter les autres volets. Donc, le volet acteurs de santé, personnes morales, donc, avec le webinaire qui aura lieu demain, et le volet usagers ou patients qui aura lieu vendredi. Et donc, ces webinaires, vous pouvez les retrouver, vous y inscrire de la même façon que vous êtes inscrit pour ce webinaire sur le site de l'ANS. Merci à tous. Merci beaucoup, Vincent, pour ta présentation. N'hésitez pas à participer aux prochains webinaires qui auront lieu donc demain et puis vendredi. Et puis surtout, n'hésitez pas à participer à la concertation. Voilà, moi j'attends, si vous avez des commentaires, des propositions, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'est fait pour ça, cette concertation publique. Donc voilà, il y a le lien que j'ai proposé tout à l'heure, que vous retrouverez dans la présentation qui va être uploadée. N'hésitez pas à vous connecter et à faire vos commentaires sur ces documents. Voilà, moi je suis très preneur de retour de votre part à ce sujet. Et pour Merci. répondre à la question de Séverine, oui, les slides seront mis en ligne d'ici la fin de la semaine et le replay arrivera semaine prochaine aussi. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Vincent, et puis à très vite.